Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Jusqu'au port de 11h, nous vous donnons de l'actualité. Tout sur les dessus de l'actualité, ça se passe ici. Évidemment, plusieurs moyens s'offrent à vous pour réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Chemine-t-on vers un nouveau bloc politique de l'opposition guinéenne? Cette question, oui, tout porte à croire. Les réflexions semblent avoir commencé dans ce sens. Une réunion qui a mobilisé plusieurs leaders de partis d'opposition vient de se tenir donc à cet effet à Conakry. De quoi ont-il été question au cours de cette réunion? Et qu'est-ce qui est en préparation? Titi pose cette question ce matin. Faya François Bourneau, responsable communication sur le PDN, vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. C'est toujours l'indignation au sein de l'opinion publique guinéenne suite aux déclarations jugées graves de l'ambassadeur de Russie en Guinée. C'est également la réprobation donc au sein de la classe politique guinéenne au cours d'une récente réunion. La frange de l'opposition réunie autour de la cellule d'Alain Diallo a condamné avec la dernière énergie cette sortie du diplomate russe avant d'annoncer qu'elle demandera des explications à Kremlin. Qu'en pense le parti panafricain de Guinée? M. Mansour Kaba, il faut le rappeler, il est le président de PAG. Vous allez l'entendre ce matin du côté de Paris. Et cette question ce matin, qu'en est-il du dégel du salaire des enseignants ayant observé le mot d'ordre de grève du SLEG moins d'une semaine après la signature donc du protocole d'accord avec le gouvernement? L'impatience et le doute commencent à gagner les esprits dans les rangs de ces enseignants. Y a-t-il un quelconque blocage à ce sujet? Nous essayons de comprendre ce matin avec M. Oumar Tounkara. Il faut le rappeler, il est le secrétaire général adjoint du SLEG. D'autres informations évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Merci à vous tous à l'international. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Thomas, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Aboubacar, allez. Oui, il faut mettre un peu de son là, voilà, c'est un peu ça. Allez, on va déplacer ça là-bas parce que je fais la réalisation de l'émission en même temps et c'est assez complexe. Ou bien, allez Titi, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Usine de montage de bus, voilà, tu nous signales. Et des tracteurs, de la poudre dans les yeux. Oui, mais c'est une question qui vaut tout son pesant d'or. Y a-t-il eu de la supercherie sur cette annonce présidentielle? Vous savez, moi j'ai l'impression aujourd'hui que on a énormément fait mentir au président Alpha Condé. Ça c'est extrêmement grave. Parce que beaucoup d'investisseurs, à la fois locaux mais et étrangers, sont venus prendre des engagements sur différents projets pour finalement engager le président de la République à faire des annonces en la matière. Combien, tant et tant d'annonces faites par le président de la République, au point que dans l'opinion, on le qualifie de papa promesse. Il y a eu l'annonce de l'usine de construction de pommes de terre à Tibi Madina, l'usine de ceci, l'usine de cela. On a même brocardé le président de la République en parlant d'usine de livres, d'usine de chips, etc. Donc on a entendu des murs et des pas mûrs sur les promesses du président Alpha Condé. Alors, dans le lot, il y a cette usine de montage de bus. Les grandes gueules. Oui. Je pense que ça fait rigoler. C'est surréaliste. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Non, moi, ça me fait marrer. Parce que j'ai vu le président du haut de son âge, presque 90 ans, je crois, si je m'abuse, mais aller du côté de Sanoya récemment, si vous vous souvenez, après le 2 octobre, lui-même accompagné d'une forte délégation, il s'est rendu sur le site de l'usine, de l'ex-usine de Sanoya, donc qui doit abriter les installations de l'usine de montage de bus et de tracteurs. Combien de fois le président ça fait marrer. Parce que ce qui est à dire, et c'est regrettable. Je me rends compte, après quelques enquêtes, que on a
pour ne pas dire qu'on a mené le président en bateau. C'est le cas de le dire. Le Sénégalais, l'investisseur sénégalais, donc qui est porteur de ce projet, donc qui fait miroiter à la Guinée qu'il est en mesure de mettre en place une unité industrielle où on peut faire on peut monter, donc on peut faire de l'assemblage pour avoir des bus et des tracteurs. Je me rends compte que donc ce n'est que de la poudre de perlimpinpin, donc jetée dans nos yeux. Parce que la raison est tout simple. Vous pouvez pas comprendre, on ne peut pas comprendre que toutes les études aient été faites, que des contrats pour un certain nombre de travaux aient été confiés à des entreprises guinéennes et des entreprises de droit étranger, que ces travaux aient débuté et que le Sénégalais, donc plus aucune ombre du Sénégalais. Dans un premier temps, on a pensé que les difficultés, c'était au niveau du gouvernement, que c'était lié aux lourdeurs de la bureaucratie guinéenne, comme c'est le cas d'ailleurs pratiquement partout en Afrique, sauf à exception près. Non, on a pensé que c'était cela, que des hauts cadres, des cadres haut perchés, donc posaient le pied sur le dossier. Ce n'est pas du tout le cas, parce que les contrats étaient passés pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur donc de cette unité industrielle, mais des contrats donc qui sont en souffrance, des travaux ont débuté, mais ces travaux n'avancent pas parce que le Sénégalais, il est tout simplement porté disparu. Et je pense que c'est une alerte que moi j'ai voulu lancer ce matin pour interpeller nos dirigeants, à commencer par le président de la République, pour qu'il sache, surtout le président, pour qu'il sache désormais avec qui s'engager. C'est pas une première. Même les locaux déjà. Attendez, Abakar, j'arrive toujours pas à digérer cette annonce du côté de Bonfi quand le président s'est mis à dire tel mois vous allez avoir notre compagnie nationale. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Il y a eu tellement d'annonces. Moi, je sais pas. Est-ce que le président fait une pause pour comprendre quand même, pour essayer de faire la revue de tout ce qu'il a annoncé, pour mesurer un peu comment on appelle ça, la mise en œuvre donc même si c'est un début de mise en œuvre, un début d'exécution de ces projets. Dans le domaine agricole, vous avez entendu parler de ces rizeries. Il en a annoncé 4 ou 5. Nous avons vu celle qui est en train de sortir de terre du côté de Bokeh avec le président de la Chambre d'agriculture, M. Bobo Denke. Mais sur les autres, les 4 autres, où en est-on? C'est ça la question qu'on se pose. Il y a d'autres annonces comme ça. C'est-à-dire quand on vous annonce que vous pouvez désormais avoir dans votre pays la possibilité donc d'assembler des usines et des tracteurs et des bus, vous voyez combien de fois ça fait rêver le petit Guinéen. Mais qu'on en soit donc à être rendu à nos rêveries, je pense que c'est extrêmement grave. Et je pense que c'est une question aussi qui doit s'adresser au ministre de l'Industrie, M. Tibou Camara. C'est important qu'il essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas par rapport surtout à ce dossier de l'usine de montage de bus et de tracteurs du côté de Sanoya. Voilà, un gros problème au sommet. Alors, vous vous rappelez des GG Tours en forêt lorsqu'on a reçu le ministre Bigop, qui était alors le ministre de l'Industrie. On lui a posé les questions sur toutes ces promesses liées justement à telle usine, à tel endroit. On lui a dit, mais comment vous faites pour être en phase avec les grandes gueules? C'est quand même ministre qui s'est présenté comme ne maîtrisant pas ce que le chef d'État dit, mais en tant que ministre, il pourrait bien être dans s'évertuer à répondre à ces demandes s'il y avait besoin. Mais sauf que dans les réalités, il ne peut pas. Donc, les ministres, comme nous, on ne fait qu'écouter le chef de l'État. Ce qui se passe avec Sanoya, c'est un peu le scénario du Chinois est mort. Donc, c'est un peu pour dire, c'est un seul homme, en fait. C'est un seul homme qui est derrière un projet. C'est-à-dire, enfin, officiellement, on dit qu'on est en train de négocier avec une société, mais c'est pas une société dans ce cas. Parce qu'une société, une seule personne ne peut pas disparaître, eux comme projet disparaissent avec. Parce qu'une société, par exemple, vous à Dafo, c'est pas vous seul la mine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là, Khalil Oularé peut répondre, Maka Traoré et autres, c'est toute une structure. Mais lorsque vous seul vous disparaissez et on met à l'eau le projet, c'est que vraiment c'était pas une société. Dans ce cas, la question, comment ça se fait qu'un État qui se respecte négocie avec un homme pour un projet d'une telle envergure. Mais c'est pas possible, mais c'est encore ce qui se passe. Parce que lorsque le chef de l'État se prononce, moi je le dis tout le temps, quand on est président, on ne peut pas faire tout à la fois. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. Vous avez des priorités. Aujourd'hui à Dakar,
quand Wade est passé, on sait ce qu'il a fait pour Dakar. Il n'a pas tout fait. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de compléter. Il vient d'inaugurer le train là. Le train, le projet Dakar émergent. Il y a quoi d'autre encore? Le musée. Tellement de projets, on retiendra. Pourtant, il y a pas mal de problèmes que les Sénégalais connaissent. Mais à lui seul, il ne peut pas répondre. Mais on a un chef de l'État. Justement, la vérité est que au niveau du chef de l'État, il n'y a pas un plan d'action auquel lui-même il s'accroche. Il se dit, oui, pour les 5 ans, je ferai ça coûte que coûte, que je reste ou pas. Mais non, c'est qu'il a tout un tas de trucs. Vous remarquerez que lorsqu'il s'agit des ébénistes, c'est un président qui est tout d'un coup expert là-bas, et puis du coup qui prend des mesures, et puis tout le monde s'évertue à vouloir répondre à la question. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, on se rend compte que ça ne peut pas aller parce que un projet, ce n'est pas dans la bouche. Un projet, c'est une étude de faisabilité. Ce sont des fonds. Après, ça ne se passe pas à la hâte. On est habitué, mais après, c'est regrettable parce que justement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on retiendra? Parce que dans toute cette pagaille, il y en a qui peuvent en profiter. Il y en a qui peuvent sortir de nulle part. Parce des fois, il fait une annonce comme ça. Ben écoutez, demain, on vous donne une usine de pommes de terre. Quelqu'un qui est caché quelque part, je dis, bah tiens, c'est une occasion. On vient, on fait un projet à la va-vite avec des amis, des connaissances, mais un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Qu'on ne s'étonne pas qu'à Sanoya et autres ne puissent rien obtenir, et ça va continuer. Mais malheureusement, le constat est que comme nous, Guinéens, on se contente du peu, on se contente des promesses, on ne demande pas. C'est pourquoi hier, j'étais en rage lorsque j'ai entendu des jeunes vouloir manifester devant l'ambassade de la Russie. Demandons des comptes à nos dirigeants. Ce sont eux qui nous gèrent, nous qui les avons mis là. S'ils ne travaillent pas, sachant nous faire entendre, mais lorsqu'on dit ça aussi, on dit on va mettre en place telle structure et puis on entend, on voit d'autres qui sortent là juste pour se servir de l'occasion et se faire de l'argent ou des renommées pour avoir des postes. C'est assez compliqué. Quand on dit que la Guinée va dans le mur, c'est un peu pour tout ceci. Les dirigeants peuvent échouer, mais après le plus important, puisqu'on sait déjà qu'au niveau des institutions, il y a le bas qui blesse, mais après il devrait y avoir cette maturité au niveau de la population pour exiger des comptes à nos dirigeants. Mais aujourd'hui, tous les responsables à tous les niveaux tiennent des promesses, ils ne respectent pas, mais ça passe comme ça, personne n'est inquiété. Lui-même, il peut aller se reposer après avoir une retraite paisible avec l'argent du contribuable. On ne s'inquiète pas. Ça, c'est notre Guinée. Voilà, ça, c'est notre Guinée. Si la voix de la présidence, parce que c'est la haute fonction quand même dans notre pays, est banalisée à ce point qu'on on dit des choses et puis finalement, ça ne se fait pas. Surtout que porté par le président lui-même, c'est en fait le grand dame à souligner par rapport à tout cela. Moi, j'ai envie de dire, et si le président de la République faisait par exemple comme Abdoulaye Wade ou même comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il jette les jalons du développement, il planifie tout, travaille sur les projets, il travaille sur la recherche du financement. Comme ça, quand il quittera, on vivrait le scénario sénégalais. Le président qui viendrait irait simplement là-dessus avec tout ce qui aurait été acquis. Mais il y a des promesses, mais franchement, Alpha, il est fort. Il est vraiment fort parce que j'ai sous la main une liste de plus de 34 promesses faites par le président qui n'ont pas été retenues. Par exemple, les 4 universités qui ont été promises. Il a promis de transformer la ville de Koya en ville américaine. Non, une ville africaine, nous, ça nous va. Si le président de la République pouvait déjà faire ça. Il parle du chemin de fer Conakry Bobo Dioulasso. Au-delà du chemin de fer Conakry Bobo Dioulasso, il parle de l'autoroute 4 voies. C'est pas 2 fois 2. Nous, on cherche 2 fois 2 si on pouvait avoir ça. Il parle 4 voies entre Conakry, Kourémalé, Bamako. C'est-à-dire que lui, il est même dans l'interconnexion africaine. Pendant que nous ici on souffre. Et j'ai vu cette vidéo quand il était au Moulin d'Afrique, où il disait, bon, après on va faire les chips, les bonbons, les biscuits, les enfants ils aiment ça. Le président de la République lui-même, il a dit tout cela, si vous avez suivi. Vous vous rappelez, un tailleur, une machine. Ça aussi, c'était une promesse qu'on a vécue ici. Heureusement, pour le cas des tablettes, il y a eu Jatrofa Alpha-Bakar qui se démène comme un beau diable pour permettre justement que les élèves y puissent avoir ça. Mais voyez Timbi Madina, Sumbalako, Kouroussa et Conakry, il a quand même promis 4 usines de pommes de terre. Au-delà des usines de pommes de terre, il a promis des usines de chips. Les grandes gueules. Beaucoup de promesses. Au-delà de
Il y a même cette usine de fabrication d'engrais. Au lieu que d'importer désormais, nous-mêmes on va faire pour nous ici. Le président de la République a également promis cela. Abakar parle des tracteurs. Elle existe. Mais Abakar, on est quand même... Cette usine d'engrais, Toguna, vous vous rappelez, portée par une société de droits maliens, mais elle a été tuée. Si elle a été tuée, c'est qu'elle n'existe pas. Quand on est mort, on est mort. Alors, c'est une promesse quand même qui s'était réalisée. Le président de la République, au-delà de ça, Guinea Airlines, vous vous rappelez, fin 2017, on nous a promis que ça puisse, qu'on nous a promis que ça puisse arriver, une usine de fabrication de tenues militaires. Il y a pas mal d'usines comme ça qui nous ont été promises. Moi, je dis, Monsieur le Président, probablement, vous seriez beaucoup plus utile au peuple de Guinée, comme je disais tantôt, en concevant ces bases-là. Ainsi, ceux qui viendront après vous pourront le faire. Et toute la Guinée retiendra que c'est une idée qui est partie de vous. Voyez aujourd'hui du côté du Sénégal. Dernièrement, Madame Abdoulaye Wade est rentrée au Sénégal. Très prochainement, c'est Abdoulaye Wade lui-même qui revient. Mais quand il arrive, ce monsieur, la ville de Dakar, elle est morte. Il n'y a pas de circulation possible. Comment il s'appelle? Macky Sall a réussi à réaliser l'aéroport Blaise Ndiaye, les activités sur la future ville de Dakar, Diamniadio. Tout ça, il est en train de le faire. Mais les Sénégalais, posez-leur des questions. Même dans un taxi, un chauffeur de taxi va vous dire non, il a fait quoi? Tout ça, c'est Wade qui l'a fait. Je pense que si le président de la République procédait de cette façon-là, ça aurait été bien. On comprend qu'en politique, il faut promettre. Parce que c'est aussi ça, l'homme politique. Mais il faut quand même promettre dans la mesure du réalisable, dans la mesure de ce qui peut être fait. Mais quand ce n'est pas faisable, à la fin, on se ridiculise soi, mais on affaiblit également l'estime et le prestige liés à la fonction présidentielle. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons par ces jours. Il faut quand même demander au président de la République qu'au-delà des mots, le Guinéen attend des actes. Même s'ils sont moindres, on en attend. Bien. Allez-y, Moussa, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Oui, on parle des promesses présidentielles ce matin. Abakar qui a il a mis le pied dans le plat, on va le dire. Usine de montage de bus et de tracteurs. Il le dit, de la poudre aux yeux. Oui, pour l'usine de tracteurs, il le sait, nous avons récemment approché un spécialiste du domaine qui nous a parlé des difficultés rencontrées par l'investisseur qui devrait normalement installer cette unité industrielle dans notre pays, des difficultés liées notamment au montage financier, sur la vente, la construction d'abord de l'usine, ensuite la vente de ces tracteurs-là. Parce qu'il faut quand même installer une unité industrielle dans un pays où il y a suffisamment de débouchés pour écouler les produits. Parce que les coûts de production sont très très élevés. Et donc du coup, vous ne pouvez pas installer une unité industrielle dans un pays où vous n'êtes pas sûr, certain à 100%. Après, bien entendu, une étude du milieu, une étude de faisabilité. Si vous n'êtes pas sûr que votre investissement va revenir avec un surplus dans vos poches, eh bien, quelle que soit l'amitié que vous avez avec le président de ce pays, vous ne le ferez pas. Les débouchés, on n'en a pas assez. On a un secteur agricole qui veut aller de l'avant, mais nous avons quel paysan aujourd'hui devenu riche grâce à la terre qui soit capable d'acheter à lui tout seul un tracteur sans accompagnement de l'État. Je précise qu'au Mali, tout près, un pays complètement désertique, il y a une campagne depuis des années, Ibeka l'a continué d'ailleurs, qui consiste à appuyer les paysans en payant une bonne partie des frais d'achat des tracteurs pour que des groupements de paysans puissent bénéficier de ces machines-là afin de moderniser leur agriculture. Je pense que chez nous, on met la charrue avant les bœufs. On n'essaye pas d'abord de réorganiser le secteur parce qu'il faut quand même amener les gens à comprendre que le secteur agricole, c'est tout sauf un secteur de propagande. C'est du concret. Il faut organiser donc le monde paysan. Il faut permettre aux paysans d'être en groupement. Il faut les former. Ouais. Ensuite, il faut les organiser de telle sorte que chaque groupement puisse bénéficier d'un apport de l'État. Ça peut passer par donc l'achat de ces semences, mais également par l'achat de ces machines qui sont aujourd'hui indispensables à la modernisation de notre agriculture. Prenez le cas de l'usine du Malien, l'usine d'engrais du Malien. Toguna. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. On a été au Mali récemment. Toguna, au Mali,
c'est, quoi qu'on en dise, c'est quand même c'est quelqu'un qui a pion sur rue au Mali, qui a son unité industrielle qui fonctionne à merveille. Mais ce qui se passe chez nous, c'est que on a applaudi des 2 pieds, des 2 mains l'installation de cette unité industrielle, en dépit de quelques critiques que nous avions eues au début, parce que rappelez-vous, on a fait état de quelques difficultés que Togo avait eues dans son propre pays, liées à un moment donné à la qualité des engrais donnés aux paysans. Malgré tout cela, l'État a installé une unité industrielle. Moi, j'ai vu le côté création d'emplois, le côté industrialisation de notre pays. La balle a été mise à terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'État même qui a donné des coups de poignard dans le dos de Togona. Des coups de poignard. Écoutez, vous avez une unité industrielle qui fabrique de l'engrais sur place. Mais vous vous permettez en tant qu'État, avec des accords liés, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, vous vous permettez en tant qu'État d'amener de l'engrais, d'importer de l'engrais. Mais l'unité industrielle sur place, elle fait quoi? Elle ferme, elle meurt. Donc, c'est quand même des maçons qui ont travaillé là, des menuisiers qui ont travaillé là, des gens de la métallurgie qui ont travaillé là, et aussi c'était des Guinéens qui étaient employés. Togona n'a pas pris un camion pour remplir les Maliens à l'intérieur, afin de les amener ici travailler au sein de cette unité industrielle. Donc, il y a ce qu'on dit et il y a le contraire que l'on fait. Moi, c'est ce qui me blesse dans cette situation-là. Et par rapport aux rizeries. Mais les rizeries, le nombre qui a été donné par le chef de l'État, ce nombre, il aurait dû quand même le préciser au peuple de Guinée. Tout le nombre qui a été donné, ce nombre n'est pas l'émanation de l'État, ça ne vient pas de la poche du chef de l'État. Il y a quand même 2 rizeries qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à des privés. C'est bon de mettre tout ça au compte de l'État, mais en même temps, c'est comme si demain il passait, des gens pouvaient se lever pour dire « Ah ben, le président a dit qu'on a 5, donc les 2 autres ne peuvent pas vous appartenir, ça nous appartient. » Non, ce sont des investissements privés, il faut le préciser maintenant, parce que le Guinéen peut faire semblant d'oublier très vite, il peut faire semblant d'être amnésique alors qu'il sait la réalité. Donc les 2 autres appartiennent à des privés. Moi, je pense que ce qui peut amener un président à rester dans l'histoire, c'est de donner du bonheur au peuple. Et ensuite, lui-même, il aura ce bonheur par rebondissement. Je pense que si cela n'est pas fait, on aura beau parler en amenant les ministres à dire communiquer chaque semaine, un ministre, une communication devant la presse. La RTG, mettez des émissions à Kenya, comme j'ai vu ça récemment sur la télévision nationale. Vous aurez beau faire tout ça. Il y a 500 palais. Avec Moualim. C'est son animateur, en chroniqueur. Ah, je jure. Oui, Moualim. Il faut se lever, c'est le moment. Il est l'heure, plus que jamais, de prouver au peuple ce qui a été fait et même ce qui n'a pas été fait. Moi, je pense que c'est extrêmement grave qu'il y ait une adéquation entre ce qui est fait dans le domaine énergétique. Je suis d'accord, les efforts ont été faits en dépit des déperditions financières qu'on a pu enregistrer. On aurait pu, s'il y avait un meilleur contrôle, un meilleur investissement, on aurait pu faire mieux que ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait déjà dans le secteur énergétique n'est pas mal, c'est quand même quelque chose d'important. Cependant, il ne faut pas nous faire croire que tout est rose. Il y a énormément de choses qui ne marchent pas. Moi, j'ai été choqué, du point de vue nationaliste, de voir que Macky Sall est parti inaugurer le TER avec sa femme. Non, mais quand j'ai vu ça, je dis, mais est-ce que je vais accuser le colonisateur encore? Mais il y a quand même 60 ans que lui il est parti. Est-ce que c'est encore lui, c'est encore sa responsabilité? Non, c'est nous. Je vous rappelle de l'ancien président brésilien qui est venu inaugurer, rappelez-vous, des rails ici. On a posé une première pierre. La dernière n'a jamais été posée. Bien, les politiques. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.